Voilà, bonjour à tous, vous êtes bien sur www.tchangu.com, la web TV la culture de l'excellence. Je suis Fabien Dvar Kouswanik, Wabuka Kabakata Kapungwamdeli Minamia Kongunga Ruputu, et je me retrouve en ce moment ici à Bruxelles, où se tient un colloque sur les défis qui attendent les Congolais par rapport bien entendu aux enjeux de 2016. Quelles en sont les causes exogènes ou endogènes qui favorisent la dictature en République démocratique du Congo? Eh bien, tout ce thème ont été développé aujourd'hui et le colloque est organisé par la Convention des Congolais de l'étranger. Plusieurs intervenants, en tout cas de très bonne qualité, et avec aussi des débats qui ont pu en tout cas satisfaire tout le monde. Je vous propose dans cette émission, que dis-je, dans cet élément, d'abord l'interview que nous a accordée Madame Séverine Tchimini, qui est donc la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Merci de m'avoir donné la parole. Pour 2016, tout ce que la Convention veut, et surtout l'Assemblée, c'est qu'on puisse créer une commission qui va s'occuper de suivi des élections pour l'année 2016. Et en dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas levé une option en ce qui concerne toutes les questions politiques? Parce qu'il me semble bien, en invitant des candidats à l'élection présidentielle, certainement que vous êtes intéressé par la problématique notamment du respect de la Constitution, du dialogue et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez pu lever comme option par rapport à tous ces éléments? Alors, il était important pour nous, à la croisée des chemins, d'inviter les présidentiables. On n'a pas voulu prendre les présidentiables qui sont au pays. On s'est dit, en tant que diaspora, en tant ici, on peut aussi prendre les présidentiables qui sortent, qui émergent d'ici. Et c'est ainsi qu'on a fait ce choix-là. Et du coup, finalement, l'option qui a été levée, c'est qu'on va procéder à créer une commission qui va s'occuper des primaires de présidentiables de la diaspora, parce qu'on estime que si on part chacun de son côté égoïstement, on ne va pas y arriver. Mais l'option qui sera levée, c'est de présenter un candidat de la diaspora qui puisse aller représenter tout le monde au Congo. Alors après cette conférence, quelle sera la suite des actions de la Convention des Congolais de l'étranger? Alors, il y a eu beaucoup de résolutions. Il y en a eu 12 et on a retenu 10. Il y a une commission qui va s'occuper du suivi, parce que c'est bien de venir, de faire de longs discours, de parler, d'échanger, comme on a fait là. Le cadre était pour qu'on puisse échanger. Mais il y a une commission qui est créée, qui va être pilotée par Madame Mandaïla pour le suivi de ces colloques. Ça ne va pas rester lettre morte, mais il va y avoir un suivi. Merci à Madame Tchimini. Donc, je rappelle, elle est la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Alors, dans les débats, il est ressorti un fait majeur, c'est que, on constate très souvent en République démocratique du Congo et en Afrique un manque de respect de la parole donnée. Et d'ailleurs, le professeur Ilunga, qui a fait ce genre de recherche, ne dit pas autre chose. Il précise que, l'une des causes de l'échec de certains projets en Afrique, surtout des projets politiques, c'est que les gens savent lier difficilement l'acte à la parole ou la parole à l'acte. Il est au micro, il est à notre micro. Il nous donne un peu quelques éclairages en ce qui concerne justement ce phénomène. En fait, c'est quelque chose qui se rencontre dans presque toutes les cultures, mais j'ai essayé de mettre le point sur le fait que pour l'Afrique, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire, le pourcentage est très exagéré des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Voilà. Est-ce que vous avez, parce que comme on l'a dit dans la salle, on a connu l'exemple de grandes personnalités africaines, on a cité Thomas Sankara, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Kwame Nkrumah et tous les autres qui, eux, malheureusement, ont subi un sort tragique tout simplement parce qu'ils ont lié leurs paroles à l'acte. Est-ce que vous ne pensez pas que de ce point de vue-là, comme dans la salle aussi, les gens ont pensé que peut-être que vous êtes un peu trop afro-pessimiste? Non, je suis optimiste. La preuve, c'est que je rentre en Afrique régulièrement pour donner cours et donner des conférences. C'est vrai, nous avons eu des exemples des gens qui, sur le plan politique, ont essayé de faire correspondre leurs paroles à leurs actes.
Bon, je le dis dans l'article parce que je ne pouvais pas parler de tout ça dans la conférence. Par exemple, les gens comme les Sankara, comme les Lissouba, comme les Kabila pères ont été assassinés parce que ça faisait souvent exemple de ceux qui mettent leurs paroles en acte. D'accord? Au niveau politique, au niveau du continent. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cela doit devenir une préoccupation de chaque citoyen africain. La capacité à respecter la parole donnée, bien sûr à négocier aussi, parce qu'il y a partie négociation, etc. Mais notre dignité, je pense, la dignité de chacun de nous tient au fait qu'on se respecte et on respecte sa parole. Et vous avez insisté sur la citoyenneté. Est-ce que vous pensez que le manque de la citoyenneté en ce qui concerne le Congolais est vraiment la cause principale qui favorise la dictature en République démocratique du Congo? Bon, je crois que le problème est plus profond. Hein. Donc, le déficit de citoyenneté marque notre pays depuis les origines, depuis les années 60 jusqu'à présent. Au point que maintenant, vous savez qu'il y a au gouvernement un ministère qu'on appelle enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Si on a pu donner une telle dénomination à un ministère, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Donc il y a vraiment un déficit de citoyenneté. Et à tout moment, d'abord déjà, dans tout pays, on parle de patriotisme, de citoyenneté, mais chez nous plus que jamais. Quand on voit les origines de notre État, un État bureaucratique colonial, qui a été passé aux Congolais sans qu'ils soient suffisamment formés. Quand on voit notre nation, un assemblage de peuples issus du morcellement d'anciens empires et royaumes, donc tout cela nécessite constamment un processus d'éducation à la citoyenneté pour qu'il y ait davantage de cohésion, pour que les Congolais aient le sentiment d'appartenance à l'histoire congolaise, qu'ils aient le souci de participer à la construction de cette nation et qu'ils aient vraiment le souci d'être des patriotes, puisque le Congo a besoin de patriotisme pour aller de l'avant. Mais maintenant, pour un observateur qui vous suit en ce moment ici, surtout si cet observateur est congolais, il risquera de vous dire, mais tiens, mais que dit le professeur? Quand on sait que dans ce pays-là, du moins, en tout cas en ce qui concerne les discours qui est les plus répandus, on se dit, mais ce pays a toutes les visées internationales, ce pays risque la balkanisation, mais il y a un élément qui a empêché la balkanisation, c'est justement le patriotisme du Congolais qui tient à l'unité de son pays, qui tient à sa terre. Est-ce que, vu de ce point de vue, comment voulez-vous qu'on vous croie face à ce qui, justement, contredit votre discours de manque de citoyenneté? Non, on ne va pas dire qu'il y a manque, non, on dit un déficit. Donc, c'est quand même nuancé. Non, la résistance aux velléités de balkanisation de notre pays, cette résistance a été farouche et réelle. Et je le sais bien, puisque dans les années 99-2000, sous l'égide du président Laurent Désiré Kabila, nous avions organisé une vaste campagne d'éveil patriotique, dont j'étais d'ailleurs le secrétaire rapporteur. Donc, c'était dans un moment clé où le pays s'est mis debout. Mais le patriotisme ne doit pas être seulement une réponse qu'une population vigilante donne à des moments de crise. Le patriotisme ou la citoyenneté doit être une attitude constante. Parce qu'après tout, nous avons quand même nous ne connaissons pas assez notre histoire. Nous ne connaissons pas assez l'apport que tous les Congolais ont donné à la construction de nos diverses provinces. Nous sommes parfois tentés par des discriminations sur base d'origine. Vous connaissez la logique de originaire, non originaire. Donc, pour toutes ces raisons, le patriotisme ou la citoyenneté doivent être toujours alimentés, doivent être toujours renforcés pour qu'il y ait davantage de cohésion nationale, davantage de sentiment d'unité, davantage de sentiment d'appartenance, davantage d'engagement pour défendre le pays, pour assurer son rayonnement. Voilà, M. Mampaka, vous avez été invité justement pour suivre ce colloque de la Convention des Congolais de l'étranger en tant que quelqu'un d'origine congolaise qui a en tout cas pignon sur rue, comme on dit ici en Belgique. Finalement, au sortir, quelle impression avez-vous et quel est le message que vous avez pu lancer, que vous avez aussi reçu en tout cas de vos anciens compatriotes qui se sont réunis ici à Bruxelles, qui est votre terroir dans une certaine mesure?
D'abord, je le remercie d'avoir pensé à m'associer ou à m'inviter pour l'ouverture de la clôture des travaux. Je suis très flatté, très touché et je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire lorsque nous, Congolais de la diaspora, nous inventorions d'abord les compétences qu'il y a à l'étranger et que nous les faisons participer à une réflexion. J'en tire une conclusion, c'est que la diaspora congolaise ne veut plus se laisser usurper sa fonction, son apport, son travail par des gens qui se décrètent être membres de la diaspora parce qu'ils ont séjourné 3 semaines, 4 semaines ici, pour la représenter dans différentes institutions ailleurs, à gauche, à droite. Il y a une élite congolaise qu'il faut inventorier, qu'il faut repérer, qu'il faut appeler autour de négociations diverses dont il faut profiter vraiment de la connaissance et de l'expérience à l'étranger pour mettre tout ça au profit des peuples congolais. Donc je trouve que c'est une démarche qui est positive, que j'ai toujours encouragée. C'est pour cela que je suis présent ici pour dire que beaucoup de pays s'en sont sortis parce qu'ils ont eu la chance d'avoir les membres de la diaspora impliqués dans le développement. J'en veux pour preuve la Tchécoslovaquie, mais je n'ai pas le temps de citer les nombreux exemples. Gandhi était un exilé en Afrique du Sud, Lénine était exilé en Suisse. Donc je suis persuadé que nos frères qui sont à Kinshasa doivent vraiment inclure dans leur projection, dans leur façon de vivre, une diaspora qui n'est pas ennemie, mais une diaspora qui est participative, une diaspora qui est créative, une diaspora qui fait des suggestions, une diaspora qui a acquis de l'expérience à l'extérieur, une diaspora qui est crédible, une diaspora qui doit être respectée et consultée, écoutée et entendue, comme ça se fait dans tous les pays du monde, en Israël, en Russie et même dans d'autres grandes nations. Mais finalement, pour qu'une diaspora soit efficace, il a été démontré qu'il faut qu'elle soit rassurée tant dans les pays d'accueil que dans le pays d'origine. Alors vous êtes du pays d'accueil dans une certaine mesure. Quelles sont les mesures ou les initiatives que vous pourriez justement ou que vous avez vous envisagez par rapport à cette diaspora en ce qui concerne celle qui est en Belgique pour qu'elle se sente rassurée, parce que vous êtes homme politique en tout cas ici en Belgique, pour qu'elle se sente réellement rassurée et que de cette assurance et également de cette stabilité qu'elle puisse faire beaucoup plus également pour son pays d'origine. Ce que vous dites est important, surtout en ce moment où il y a un racisme qui ne cache plus son visage en Europe. Le succès de Marine et Marion Le Pen nous montre que l'Europe qu'on croit si accueillante, la manière dont les immigrants sont ballottés à gauche, à droite, prouve que dans ces conditions, la diaspora congolaise a besoin d'abord de se trouver les moyens de se protéger elle-même en tant qu'une partie de cette immigration non désirée, non organisée, non programmée par l'Europe tout simplement. Dans ma fonction, avec quelques-uns des amis qui font un peu de politique avec nous, je peux dire que nous faisons un lobby le plus et les plus puissants, les plus efficaces que nous pouvons faire aujourd'hui auprès des autorités pour que les mesures qui touchent directement la communauté congolaise, et je vais en citer une, notamment les questions d'équivalence de diplôme pour lesquelles le gouvernement belge vient de reconnaître qu'un enfant qui quitte au Congo les humanités supérieures peut être admis dans l'enseignement supérieur dans notre pays aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on fait dans les coulisses, en stummeling comme on dit dans notre jargon belge, n'est-ce pas, sans tambour ni trompette, pour permettre quand même à l'immigration congolaise, essentiellement en Belgique, de pouvoir, comment dirais-je, éviter toute une série de tracasseries administratives qui ne cessent de se compliquer pour tous les immigrés, mais davantage pour les Congolais. Je pense qu'aujourd'hui, avec les fonctions que nous occupons, moi-même et d'autres, notre premier devoir est celui de se faire l'intermédiaire entre les autorités belges et les autorités congolaises pour que les Congolais qui vivent en Europe et en Belgique puissent être compétitifs comme tous les autres immigrés et qu'ils soient utiles à leur pays d'origine. Il y a toute une série de mesures, je ne sais pas tous les évoquer ici. L'accès aux subsides, les questions de logement, les questions de séjour, des régularisations, tout ce qui intervient dans la vie quotidienne, la lutte contre les préjugés, l'accès à l'emploi. Dans ma fonction d'échevin, je crois que ce sont des choses que j'avais mis en priorité et dans ma fonction de sénateur, je reste attentif par rapport aux lois qui sont votées, qui puissent compliquer la vie des Congolais davantage. Je crois que sur ce point-là, je ne peux pas dire que je suis satisfait de mon travail, mais j'ai un bilan qu'un jour j'aimerais discuter avec vous, Fabien, comme nous l'avions fait jadis. Je vous remercie, M. Mampaga. C'est moi qui vous remercie et je vous attends toujours au Sénat pour qu'on puisse éventuellement creuser cette dernière question en profondeur pour voir qu'est-ce que
la diaspora politique congolaise a pu amener à la communauté congolaise en Europe aujourd'hui et qu'est-ce qu'il lui reste à faire par rapport à ce climat qui est un climat nauséabond, dangereux pour tous les immigrés et plus particulièrement pour les Congolais. C'est promis, ça sera fait. En tout cas, merci. Merci Fabien. Voilà, nous continuons donc à suivre ce colloque pour vous. Il est annoncé un débat entre différents présidentiables, du moins ceux qui sont annoncés comme tels et qui sont dans la diaspora. Nous allons donc nous faire un plaisir, si tout va bien, de pouvoir animer un des débats en ce qui concerne la politique intérieure de la République démocratique du Congo. Je vous retrouverai certainement pour vous donner de plus amples détails dans la prochaine livraison. D'ici là, en tout cas, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.